Sud Radio, l'invité politique, Patrick Roger. Mon invité politique ce matin, c'est Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, cofondatrice de l'Après, avec Garrido Corbière, hein, bien sûr, à l'Assemblée, et puis auteur de ce livre aussi, dont on va parler tout à l'heure. L'avenir, c'est l'esprit public aux éditions du Seuil. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Et puis évidemment, vous avez aussi beaucoup travaillé à la Commission des Affaires étrangères, et à ce titre, justement, on va pouvoir, pas que, hein, bien sûr, mais on va pouvoir commenter ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron. Cette intervention d'un quart d'heure sur l'Ukraine et menaces de guerre. Nous rentrons dans une nouvelle ère, a dit le chef de l'État, en insistant toujours sur la menace russe et puis les dangers du monde. Comment vous avez pris cette mise en garde ? Je partage. Oui. Je partage cette mise en garde du président de la République. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, nous sommes dans un moment de bascule, mais il faut en tirer toutes les conséquences. Oui, il faut impérativement que nous affirmions notre solidarité à l'égard du peuple ukrainien. Et je dirais que le chef de l'État a eu les mots qui sont justes à l'égard du régime de Poutine, et je les partage. Mais il faut voir aussi que nous sommes dans un monde où les États-Unis d'Amérique sont désormais présidés par Donald Trump, et que ça, c'est un point de bascule considérable, et que ce point de bascule, il s'accompagne d'une vague brune planétaire dont il faut aussi prendre la mesure. Parce qu'il y a l'impérialisme russe, mais il y a aussi l'impérialisme et la brutalité de Donald Trump, et c'est lui qui accélère une situation de très grande imprévisibilité et dangerosité. Le chef de l'État a eu un ton plus mesuré sur Donald Trump. En fait, hier, il a évoqué simplement les tarifs douaniers, grosso modo. Exactement. C'est l'autre guerre qui nous menace. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il faut clairement prendre la mesure de ce changement, sortir de toute logique atlantiste qui a quand même prévalu dans notre pays et en Europe depuis fort longtemps, depuis trop longtemps, puisque c'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas assuré notre indépendance à la fois militaire, de défense, mais aussi notre indépendance énergétique. Et nous voilà aujourd'hui au pied du mur, dans une très grande difficulté. La deuxième chose, c'est que si on prend la mesure de cette bascule du monde, la réponse ne peut pas être seulement sur le terrain de la défense. C'est important et j'y reviendrai. Bien sûr, il faut se défendre. Et à partir du moment où notre sécurité était quand même en grande partie assurée par les États-Unis, il faut qu'on en prenne la mesure et trouver les moyens de réinvestir. Mais vous conviendrez avec moi que ça ne fait pas une stratégie géopolitique pour notre temps. Et ce que je crois qui n'est pas mesuré et qui n'a pas été dit hier soir et qui a manqué, c'est que la solution ne peut pas être de recréer un petit Occident isolé face à deux grandes puissances. Alors c'est ce que je voulais vous dire hier soir. Moi, j'ai trouvé, en fait, dans son intervention, nous en parlions tout à l'heure dans le débat, qu'il y avait un certain nombre de questions et de sujets qui étaient mis sur la table, mais il n'y avait pas nécessairement les réponses, quoi. Et sur la surtout dissuasion nucléaire, sur le financement de notre plan, et puis sur un autre terme. Là, je voudrais, avant d'aller voir en détail, notamment sur l'Europe, le terme de patrie qui a été utilisé. La patrie a besoin de vous, de votre engagement. Comment vous avez perçu, vous, ce message ? Là, plutôt cette partie-là, c'est plutôt la stratégie du choc. Au sens où il nous prépare, il prépare les esprits, et tout cela pour nous expliquer que l'effort pour investir dans notre défense sera supporté toujours par les mêmes. Et que rien ne sera demandé aux hyper riches et aux grands groupes économiques, et que donc, ce qui d'ailleurs... Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Il l'a dit de manière extrêmement claire. Sans hausse d'impôts, si vous augmentez, il a montré la courbe d'augmentation considérable des dépenses militaires. Et d'ailleurs, vous aurez noté qu'à l'échelle européenne, Ursula von der Leyen a annoncé que la règle du traité de Maastricht, vous savez, les fameux 3% de déficit public, eh bien, aujourd'hui, ils étaient obsolètes. On s'asseyait dessus pour les dépenses militaires. Mais on ne l'a pas fait quand il s'est agi de lutter contre les inégalités, d'investir dans la transition écologique, de défendre nos services publics. Pour tout cela, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu d'efforts et de demandes. Donc, sur le thème d'engagement pour la patrie, qu'est-ce que vous avez compris alors, justement ? C'est quoi ? C'est mobiliser des réservistes, rétablir un service militaire ? C'est quoi ? Pour l'instant, c'est pas du tout clair. Mais la seule chose qui a été claire dans le discours d'hier, c'est que cet effort demandé aux Françaises et aux Français, c'est une nouvelle cure d'austérité pour tous les budgets
sociaux, pour toutes les... C'est très concret tout cela, puisque maintenant, il va falloir faire avec la même somme, sans augmenter les impôts des hyper riches et des grands groupes économiques, il va falloir faire la même chose en investissant des milliards dans notre stratégie militaire. C'est un problème du point de vue du progrès social, humain, écologique, mais c'est aussi un problème du point de vue patriotique. Parce que comment voulez-vous que les Français adhèrent à cet effort si... cela se traduit très concrètement par un recul des services publics, par une incapacité à être à niveau par rapport aux urgences climatiques qui sont, on voit le déjà là, quand on a vu les tempêtes, tout ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas c'est pas pour l'avenir, c'est maintenant, c'est tout de suite. Quand on voit aussi la désindustrialisation et les besoins d'efforts en la matière, quand on voit également les retraites qui sont... Il va y avoir une réindustrialisation justement sur le thème de l'armement. Hier d'ailleurs, vous avez vu, en bourse, ça a flambé du côté des principaux constructeurs et fabricants. Ça va relancer la machine à ce niveau-là, non ? Écoutez, j'espère sincèrement, soyons clairs. Il faut être réaliste par rapport à ça. Oui, je suis très réaliste. Et d'ailleurs, je ne vous dis pas, il ne faut pas investir dans notre dépense militaire. Mais je vous dis très solennellement qu'on ne prépare pas la paix en préparant la guerre. Et que notre industrie française ne peut pas reposer uniquement sur la dynamique de la construction militaire. Enfin, écoutez, soyons sérieux. Préparer la paix en préparant la guerre. On ne peut pas préparer la paix en préparant la guerre. Et c'est pour ça, j'insiste sur le point que je développais tout à l'heure. En contradiction avec vous sur ce point, en disant qu'il faut se réarmer, se préparer pour évidemment dissuader, quoi. Ça, je suis d'accord avec ça. Écoutez-moi jusqu'au bout. Il y a deux choses. Se réarmer, ne pas être dépendant des États-Unis et donc assurer notre propre défense, oui. Estimer que ça, c'est une stratégie pour la paix, ça n'est pas vrai, c'est un élément. La dissuasion, bien sûr que c'est un élément. Mais une stratégie pour la paix, ça veut dire aller chercher des alliés à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, vous aurez vu qu'aujourd'hui, le sommet européen ne se tient pas dans l'Union européenne, avec un pays partenaire, mais qui n'est pas dans l'Union européenne, qu'à l'intérieur de l'Union européenne, nous avons aussi des pays qui ne sont pas véritablement des alliés. Je pense à la Hongrie de Orban, je pense à l'Italie de Meloni, qui sont alignés sur Trump et Poutine quand nous avons à Mélanie, non, elle n'est pas alignée sur Poutine. Écoutez, elle n'est pas... Elle a pris la défense quand même beaucoup de l'Ukraine. Parce que le territoire européen, elle voit bien que ça grignote. Mais vous savez parfaitement que la vague brune, elle est aussi à l'intérieur de l'Europe. Donc j'insiste sur aller chercher des alliés à l'extérieur de l'Union européenne également. Il n'y a plus d'Occident, il faut en prendre la mesure, et il n'y a plus de Sud global. Et d'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Alors où, justement ? Où aller chercher ces alliés ? Vous savez que la Russie et la Chine, eux, se sont occupés depuis très longtemps, avec l'essor des BRICS, de se dire qu'il y avait des partenaires, pas simplement dans les puissances occidentales. Bien sûr. Voilà. Donc si on voit que l'Occident est en train de s'effondrer, t'as plus de voyez ce que je veux dire, de cohésion. Il faut aller discuter avec le Brésil. Moi, je pense que la France doit être non alignée, c'est-à-dire avoir sa stratégie, chercher évidemment à se coordonner à l'échelle européenne et essayer d'avoir des stratégies diplomatiques, d'alliance, de front, enfin je ne sais pas si le mot est parfaitement juste, mais vous voyez, d'alliance sur des objectifs précis et toujours fondé sur des principes. Le droit international, le président de la République hier n'en a pas dit un mot. Le droit international, c'est fondamental. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de principes, s'il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas de démocratie, c'est la jungle. Et c'est ça que veulent à la fois Trump et Poutine. Donc moi je dis ni Trump ni Poutine, des principes, la démocratie, l'autodétermination des peuples, à chaque fois être présent pour ne pas accepter ces annexions qui sont des annexions inadmissibles, intolérables, et d'autant que nous savons que Poutine veut pousser son avantage d'une certaine manière dans la situation. C'est très inquiétant. Vous croyez que Poutine, lui, menace l'Europe tout entière ? Parce que, à travers les propos d'Emmanuel Macron, il donnait cette impression quand même hier. Oui, je pense qu'il y a... La Russie nous menace. Vous croyez qu'elle nous menace vraiment, nous, l'Europe, aujourd'hui, sachant qu'elle n'a pas réussi en quelques jours, comme l'espérait Poutine, à prendre l'Ukraine ? C'est assez impressionnant que l'Ukraine ait tenu militairement et résisté pendant 3 ans, ça c'est clair. C'est très impressionnant même. Et ça dit des choses sur l'armée ukrainienne, mais je crois que ça dit aussi, et c'est une leçon du XXe siècle très fort dans les mouvements de décolonisation. Vous savez, les mouvements de décolonisation au XXe siècle, ils ont gagné contre des armées qui étaient bien plus grosses qu'elles, dans des conflits où normalement ils devaient perdre. Il y a une énergie
des dominés, une énergie de ceux qui ne sont pas, vous voyez ce que je veux dire, qui se battent pour leur liberté, pour leurs droits, dont il faut prendre la mesure, c'est très important. Clémentine Autain, ce que l'on disait avant sa prise de parole d'Emmanuel Macron hier, c'était qu'il devait rassurer les Français. Est-ce que vous trouvez qu'il a été rassurant ou alors au contraire, il a ajouté dans la dramaturgie, en surfant sur ce que lui reprochent certains, toujours la peur, les peurs? Écoutez, la gravité du moment me paraît l'évidence. Le président de la République doit incarner la gravité du moment. Moi, il ne me rassure pas au sens où il ne prend pas la mesure de toute la situation et du bouger géopolitique, et notamment à l'égard de Trump, qu'il veut pour l'instant ménager en espérant je ne sais quoi, parce que tous les actes posés par Donald Trump depuis qu'il est président de la République indiquent qu'il ne veut pas être un partenaire de l'Union européenne. Ce qu'il a dit sur l'offensive sur le Groenland, sur le Canada, les barrières douanières qui sont désormais potentiellement à 25%. Enfin, vous voyez bien que Trump est dans une stratégie agressive à l'égard de l'Union européenne et il porte des idées avec lesquelles notre modèle social, notre pays qui est enfant de la Révolution française ne peut pas supporter. Ne peut pas supporter. Pour revenir sur le coût de l'économie de guerre, est-ce qu'il faudrait, Clémentine Autain, pour vous, un impôt spécifique pour financer justement la guerre ? Non, d'abord je ne veux pas financer la guerre, je veux financer la paix. Et donc dans la paix, il y a une stratégie de défense. Pardonnez-moi, j'insiste sur le mot, mais c'est important. C'est très important dans l'état d'esprit qui doit être le nôtre. C'est l'état d'esprit qui doit être le nôtre. Ce que nous devons porter, c'est comment allons-nous stratégiquement affirmer nos principes et rechercher à chaque fois la paix. La paix, ça veut dire ni esprit munichois. Il ne s'agit pas de dire, au nom de la paix, on s'assoit sur tous nos principes et on laisse des pays agressés, annexés, comme le fait la Russie avec l'Ukraine. Mais ce n'est pas non plus l'engrenage guerrier. Et cette ligne de crête, pour moi, c'est la ligne de crête qu'une gauche digne de ce nom doit défendre dans ce moment. Et de la même manière sur la défense, de la même manière sur les dépenses militaires, moi je dis que cela ne peut pas se faire au détriment des investissements nécessaires dans notre modèle social et dans la transition écologique. Le directeur général de BPI-France, Nicolas Dufourcq, il a été très clair hier. Je ne sais pas si vous avez entendu ses propos. Il a dit à un moment donné, on ne peut plus être un État-providence généreux si on veut réarmer le pays. Non, moi je vous dis qu'on ne peut plus être un État généreux avec les grands groupes économiques. On ne peut pas être un État généreux avec les ultra-riches. Et vous savez peut-être qu'à l'Assemblée nationale... Oui, la taxe l'impôt. Oui, mais de quoi nous parlions Nous parlions d'un impôt sur le patrimoine de ceux qui détiennent plus de 100 millions d'euros. Voilà. Et on leur demandait 2%. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. L'exécutif ferait bien de reprendre, par exemple, cette mesure. La Cour des comptes estime qu'il y a 62 milliards dans notre budget aujourd'hui qui vont aux grands groupes économiques et aux hyper riches. Eh bien, je pense que ces milliards, ces dizaines de milliards, il faut aller les chercher pour financer nos dépenses de défense, mais aussi pour financer notre modèle social. Vous savez, je pense que pour qu'il y ait de la cohésion dans notre pays, il faut que notre capacité à lutter contre les inégalités sociales, à lutter contre le ressentiment qui existe dans le pays. On l'a vu avec les Gilets jaunes. C'est pas vous que je vais l'apprendre à Sud Radio. Vous le savez très bien. Il y a du ressentiment dans ce pays. Et ce ressentiment, plus il grandit, plus l'extrême droite en fait son terreau. Et si on veut la paix dans le monde, je vous le dis très solennellement, si on veut la paix dans le monde, il faut éviter Marine Le Pen au pouvoir en France, car ce serait un allié, nous le savons, de Trump et de Poutine. Et donc pour éviter... Si elle a un peu pris ses distances, elle n'est pas très à l'aise. Parce qu'elle sait elle n'est pas à l'aise, parce qu'elle sait qu'en France, les choses ne peuvent pas aller ainsi. Mais pourtant, Donald Trump, croyez-vous qu'il a dit tout ce qu'il est en train de faire à son peuple? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il a dit qu'il allait virer en masse des fonctionnaires? Est-ce qu'il a dit qu'il allait... lors de sa campagne, c'est ce que vous dites, s'en prendre aussi frontalement au monde scientifique? Est-ce qu'il a dit qu'il allait attaquer, menacer en tout cas, d'attaquer d'autres pays? Je ne fais pas toute la liste des mesures que Donald Trump a prises. Des déclarations en tout cas, quoi. Des déclarations. Non, parce que parfois, il lance des déclarations, il revient sur le sujet. Il revient dessus parce que c'est anticonstitutionnel parfois. Et parfois aussi, il prend des mesures et il les met en œuvre alors qu'elles sont anticonstitutionnelles. Donc je vous dis une chose, le fascisme arrive toujours masqué. Donc faisons très attention pour notre pays. Alors, Clémentine Autain, juste un mot quand même sur l'Europe, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous adhérez au projet justement de réarmement de l'Europe avec ces 800 milliards d'euros? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis abasourdie du fait qu'on s'assoit sur la règle des 3% pour ça.
C'est vrai que c'est quand même assez sidérant. D'un seul coup, on s'est trouvé 800 milliards d'euros, 150 milliards d'euros tout de suite et 800 milliards d'euros. Bon. Moi, je pense qu'en effet, on a besoin d'une coordination. On ne peut pas, à l'échelle seulement nationale, s'en sortir. Donc la coordination me paraît nécessaire. Mais la coordination ne dit pas une armée européenne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. C'est une coopération et c'est un investissement massif, quoi, bien sûr. Coopération, coordination, j'entends. Ouais. Effort qui doit être aussi supporté par la Banque Centrale Européenne, mais qui pourrait par exemple aussi annuler une partie de la dette qui est détenue par la Banque Centrale, que la Banque Centrale Européenne a prêté aux États. Et elle peut annuler tout ou partie de la dette. Donc ça fait partie des solutions aussi possibles que l'on peut mettre en œuvre aujourd'hui. Donc une solution radicale telle que celle-ci, vous d'annuler en fait une partie de la dette. Ce sont des choses qui se sont faites dans l'histoire, dans les moments tragiques. Mais donc vous êtes sceptique sur cet effort conséquent des 800 milliards, tel qu'il est envisagé. Pour bien comprendre. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut un effort pour notre défense, mais que cela ne fait pas une stratégie pour la paix et que deuxièmement, cela ne doit pas se faire au détriment des politiques qui permettent la cohésion, qui permettent de faire reculer les inégalités, qui permettent de faire face aux défis climatiques. Vous savez quand même, pour revenir sur le défi climatique, que les guerres aujourd'hui, elles se font beaucoup avec une logique de prédation des ressources rares. Et en Ukraine, on sait très bien. Il y a les minerais, les minerais, bien sûr. Et que ça joue. Le Groenland, vous croyez que c'est quoi? Bien sûr. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une loi du plus fort que veulent instaurer ces impérialistes pour dire, nous, on va accaparer ces ressources rares. Donc, l'enjeu climatique, l'enjeu écologique, au fond, il est essentiel si on veut faire avancer la paix. Donc, s'asseoir dessus, s'asseoir sur notre modèle social qui est gage de cohésion et aussi donc de patriotisme, eh bien, c'est une erreur majeure, tragique. Oui, Clémentine Autain. Là est mon désaccord. Oui, bah non, mais oui. Demain, vous sortez ce livre, L'avenir, c'est l'esprit public. Et en fait, nous restons dans le sujet. Ouais, bah non, mais nous restons complètement, effectivement, dans le sujet. C'est quoi votre esprit public tel que vous l'entendez? D'abord, je fais le constat qu'aujourd'hui, nous sommes asphyxiés de partout et que nous sommes asphyxiés par 40 ans de politique néolibérale et aussi menacés en France, et puis plus que menacés, puisqu'il y a des mises en œuvre à travers le monde, par la vague brune. C'est l'obsession de l'identité, c'est l'obsession de la réduction de la dépense publique. Tout ça nous conduit dans le mur profondément. Et donc moi, je crois que nous devons raviver l'esprit public. L'esprit public, tel que je l'entends, c'est trois choses. C'est d'abord une économie de la mise en commun qui respecte la planète. Vous voyez, un grand changement. C'est-à-dire que c'est ce qui peut permettre de faire reculer la marchandisation du monde. Aujourd'hui, tout est marché. Je vous prends un exemple, les EHPAD. On l'a vu, le scandale des EHPAD, c'était clairement l'idée que le marché pouvait subvenir aux besoins du quatrième âge. Ça s'est terminé par un scandale. Les familles payent des fortunes. C'est pas complètement terminé, mais bon, non, ça pas existe du tout. encore. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait aujourd'hui que les familles payent des fortunes à l'échelle individuelle, ont bien du mal à y faire face pour un service qui est un service parfois, souvent, pas humain, tout simplement pas humain. Donc si la puissance publique n'est pas capable de mettre sur pied un grand service public du quatrième âge, alors nous irons droit dans le mur avec des services à deux vitesses. Ceux qui sont très riches pourront se l'offrir et les autres mourront dans des conditions qui sont des conditions indignes. Je prends cet exemple-là, mais je pourrais prendre la question des tempêtes. Regardez les tempêtes ou les incendies qui nous sont arrivés. Je prends juste la question assurantielle. Juste la question assurantielle. Ou même les pompiers. Regardez à Los Angeles. À Los Angeles, c'est des pompiers privés qui sont venus sauver les maisons des riches quand il y a eu des incendies. Quand il y a des tempêtes, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir sans cesse à devoir payer plus pour les assurances privées quand on habite dans des zones qui sont des zones... Vous voulez remettre les services publics au cœur de notre société? L'esprit public. Pas forcément les services publics. Non. Parce que certains vont vous dire, bah alors attendez, c'est de la soviétisation. Pas du tout. Non. Et c'est pas le Gosplan mon idée. Quand on lit mon livre, je ne propose absolument pas le Gosplan. Je propose en revanche une économie du partage. Donc ça ne veut pas dire l'État forcément qui fait tout, mais en tout cas l'État, et c'est mon deuxième point de ce qu'est l'esprit public, c'est un État stratège. Un État stratège, ça veut dire un État qui est capable d'anticiper, d'organiser. Et enfin, la démocratie, et c'est là où vous voyez que ma proposition est tout sauf le Gosplan, c'est-à-dire que si on n'élève pas très fortement
le niveau de la démocratie dans notre pays, là où aujourd'hui il est sans cesse grignoté par le pouvoir en place, eh bien nous ne serons pas à niveau des réponses nécessaires pour notre pays. Il nous reste 2 minutes, Clémentine Autain. Est-ce que ça, votre livre, c'est un nouvel acte vers une nouvelle candidature aussi à la présidentielle pour vous? Je travaille, comme vous le savez, à ce que nous ayons un cadre politique pour une candidature, sinon unique, au moins commune, mais je l'espère unique, des gauches et des écologistes. Et je vous disais tout à l'heure la menace de l'extrême droite qui est une menace planétaire, mais qui est une menace aussi très concrète en France. Et pense vous pourriez être cette voix? Je fais partie de celles et ceux qui cherchent à rassembler et qui travaillent. Ce livre est une contribution au récit commun. Mais là, je vous le dis, et en fait, je suis très en colère. Je vais vous le dire calmement, mais je suis très en colère. Très en colère. Vous voyez, dans le moment qu'on traverse, je vois des débats entre les gauches, les uns qui passent leur temps à s'envoyer des messages, des mots doux, etc. On donne un spectacle qui est un spectacle de fracturation. Alors que le moment exige que nous soyons unis au travail et en train de préparer cette candidature à la présidentielle qui pourrait arriver plus tôt, on n'en sait rien. Et en tout cas, nous sommes attendus parce que si nous n'occupons pas ce terrain, alors nous prenons le risque de Marine Le Pen au pouvoir et c'est un problème pour notre pays, mais maintenant c'est un problème pour la paix dans le monde. Donc c'est vous dire la gravité avec laquelle je vous parle ce matin. Et je pense qu'il faut que les forces de gauche et écologistes se réunissent, se mettent au travail. Et sur l'international, rien n'est insurmontable. Nous devons trouver une doctrine commune. Et vous êtes bien là en fait pour ça. Je suis de ce combat-là et je le mènerai jusqu'au bout. Avec qui? Avec quelle force de gauche d'ailleurs? Toutes celles qui se disent disponibles. Et j'espère que toutes le seront. LFI, Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, la France insoumise nous a claqué la porte au nez puisque Jean-Luc Mélenchon dit il y aura un candidat insoumis à l'élection présidentielle. J'entends Marine Tondelier qui dit, elle, il faut une candidature unique des gauches et des écologistes. Et j'entends Olivier Faure dire aussi qu'il est favorable à l'union. Je suis pour que nous commencions à travailler avec toutes celles et ceux qui ont la conscience du tragique de l'histoire. Vous m'entendez, Patrick Roger? C'est le tragique de l'histoire. Et c'est ce tragique de l'histoire qui doit nous hisser à la hauteur du moment. Et donc, nous faire réussir ce que jusqu'ici, nous n'avons pas très bien réussi. On l'a réussi avec le nouveau Front Populaire. Et d'ailleurs, c'est en se mettant ensemble que nous avons fait reculer l'extrême droite. C'est ça. Sauf que là, c'est plus compliqué aujourd'hui. Depuis, nous donnons un spectacle de fracturation. Et bien, j'estime que ça n'est pas du tout à niveau du moment. Merci Clémentine Autain. L'avenir, c'est l'esprit public. C'est justement votre livre qui sort demain. Merci. Si vous voulez réagir au 0826 300 300, est-ce que vous avez entendu tous ces propos, évidemment autour d'Emmanuel Macron? Bien sûr, nous rentrons dans une nouvelle ère. Vous avez la parole, 0826 300 300.